pardon. C'est moi que vous cherchez, lieutenant? Nous voilà repartis pour une nouvelle année, et qui dit nouvelle année dit nouvelle chronique sur Columbo, où je vous détaille un épisode avec quelques anecdotes croustillantes sur la production. Et après le pas top poids mort de la dernière fois, où l'acteur Peter Falk s'était fait porter pâle le temps de quelques scènes pour faire plier la chaîne, et avait été remplacé par une doublure, cette fois nous allons nous attaquer à plein cadre, un de mes épisodes préférés, avec une de mes fins préférées, et un de mes antagonistes préférés, puisqu'il s'agit en l'occurrence du mesquin Dale Kingston, critique d'art de son état, qui aimerait bien faire main basse sur la collection d'œuvres d'art de son tonton et interprété par l'impeccable Ross Martin, surtout connu pour avoir été Artemus Gordon dans Les Mystères de l'Ouest. Excusez-moi d'être en retard, messieurs, mais je me suis arrêté pour quelques libations, Gordon. Et que Falk avait déjà rencontré plusieurs fois, c'est avec lui que Peter, âgé de 12 ans, avait fait ses premiers pas sur scène durant une colonie de vacances où Ross Martin était moniteur de théâtre, le faisant jouer dans une adaptation des Pirates de Penzance, une comédie musicale de piraterie. J'ai cru que ça vous intéresserait. Et puis, bien des années plus tard, Peter retrouvera à nouveau Ross Martin pour quelques scènes de la grande course autour du monde de Blake Edwards, dont je cause souvent parce que j'aime beaucoup ce film. Je vous comprends. Je vous bénis, mon fils. Alors, il faut savoir que c'est L'attente, avec Susan Clark et Leslie Nielsen, qui a été tourné après Poids mort, et pas plein cadre. Mais bon, je vous avais promis celui-ci, alors du coup on causera de L'attente une prochaine fois. Merci. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que, depuis Poids mort, Peter Falk avait réussi à mettre dans l'équipe de production son pote Everett Chambers, que les fans de Columbo connaissent, puisqu'il prendra les rênes de la série à partir de la 4ème saison. La meilleure, si vous voulez mon avis. Évidemment, cela n'a pas beaucoup plu à William Link et Richard Levinson, les créateurs de Columbo, surtout que Falk était déjà parvenu à caser pas mal de ses potes dans la distribution. Et de fait, quand ils ont voulu caster le méchant pour plein cadre, alors Everett Chambers voulait l'acteur Patrick O'Neill, Link et Levinson voulaient à tout prix Ross Martin. Finalement, c'est Link et Levinson qui ont gagné et Everett Chambers a démissionné. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bon, on verra quand même Patrick O'Neill dans 2 futurs épisodes de Columbo, dont celui tourné juste après plein cadre et réalisé par Peter Falk. Un nouvel admirateur. Oui. Non, je le dis comme je le pense. C'est une vraie merveille. Et justement, à la réalisation, nous trouvons Hy Averback, un comédien ayant évolué au départ dans de nombreuses sitcoms des années 50, avant de passer réalisateur au début des années 60. Alors principalement à la télévision, mais il a aussi tourné au cinéma des films comme Le plus grand des hold-up ou 3 réservistes en Java. Mais la réal n'est pas franchement hyper intéressante sur cet épisode, voire même un peu déroutante avec une fascination étrange pour les zooms. En fait, ici, le plus important, c'est que Plein cadre est surtout écrit par Jackson Gillis, l'un des meilleurs scénaristes de Columbo, puisqu'il fera aussi l'excellent Double Choc avec Martin Landau. Et Martin Landau. Il a fait aussi Au Trouble, encore un de mes préférés, où toute l'histoire se passe sur un bateau. Un navire, oui. Et puis, il a fait aussi La Montre Témoin, bon que les fans détestent, mais franchement, c'est pas la faute du script, c'est surtout parce que Patrick McGowan, à la réal, voulait niquer la série. Je sais comment je vais faire. C'est incroyable. C'est stupéfiant. Merci. Bon, il a aussi fait 2 des plus chelous des années 90, et franchement, ceux-là, vous pouvez les éviter. Gillis, qui, pour l'anecdote, avait auparavant travaillé pour Ross Martin sur 2 très chouettes épisodes des Mystères de l'Ouest, un situé à Noël, et un autre en Qui c'est qui tue, c'est ma traduction du Whodunit, avec un mystérieux meurtrier qui bute des riches via des jeux d'enfants. Neil. Il a aussi taffé sur la vieille série Perry Mason, qui a un peu beaucoup inspiré de Shutakumi pour créer Phoenix Wright, ainsi que sur les aventures de Superman, la grosse série des années 50, avec George Reeves portant cap et collant. Superman. Jackson Gillis a notamment écrit le culte épisode Panic in the Sky, avec un Clark Kent devenu amnésique à la suite d'une rencontre musclée avec un astéroïde, menaçant Metropolis. Un épisode qui sera repris dans la 3ème saison des aventures de Superboy, mais aussi dans la toute première saison de Lois et Clark. Un connard de Superman. C'est pas possible. Et j'ajoute que, afin de boucler la boucle, l'acteur Robert Shane, qui faisait l'inspecteur Anderson dans la vieille série Superman, nous fait ici Rudy Matthews, la victime de notre épisode. Notre monde est tout petit. Une victime qui n'apparaît qu'une seule minute avant que son neveu d'elle ne la bute.
Adieu tonton Rudy, on t'aimait bien et sur ce, Dale file à l'étage, ramène une couverture électrique pour réchauffer son oncle afin de retarder l'heure du décès. Ça, c'est un vieux truc. Et Dale nous fait aussi le bon vieux coup du faux cambriolage, retournant les meubles, décrochant des tableaux, dont celui qu'on voyait déjà dans le premier pilote de Columbo. Ouais, j'imagine qu'il l'a récupéré durant la vente des biens de feu Dr Fleming. Puis il trifouille un peu une serrure, enlève deux gars de ses cadres, quand soudain... Oulala, serait-ce un voisin qui aurait entendu le coup de feu ? Eh ben non, il s'agit de Tracy O'Connor, jouée par Rosanna Huffman, que tu reverras dans le pilote d'Arabesque et qui est accessoirement, dans la vraie vie, la femme de Richard Levinson. Ici, elle joue une jeune peintre venue donner un coup de main à son petit ami. Tout cela est à toi maintenant. Oui, à condition que tu ne rates pas ton entrée en scène. Sur ce, Kingston se tire, laissant Marie Pervenche toute seule, s'en allant à une soirée barbante, histoire de fomenter son alibi. Dale, oh, Dale Kingston, j'ai peine à en croire Votre mes yeux de invitation ces gens. spécifiait champagne à gogo. Il entre bruyamment, Monsieur Dale Kingston. Oui. il demande l'heure, Hein? Il est presque 11h, monsieur Kingston. Oui, 11h moins 5. check sa montre toutes les 2 minutes et amuse l'assemblée avec ses blagues éculées. Je ne mettrai pas en question sa masculinité. Je crois en effet que l'artiste a vu son sujet sous cet angle. Oh la vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Pendant ce temps, chez le mort, t'as un type de la sécurité qui se pointe. Mais qu'est-ce que... Qui toi là? Stevie Wonder? Bienvenue à la fête, camarades! Après tout ça, évidemment, le flic débarque, attiré par le tir du pistolet, il aperçoit le mort, entend le suspect qui se barre, et une fois arrivé dehors, il ne la poursuit pas. Puisque il fait noir, hein, je suppose. Puis il y a des marches aussi, hein. C'est chiant les marches. Et pendant ce temps, Dale, lui, continue ses blagues en riant très fort, ce qui annonce la fin de la première partie, et j'adore ce début. Tu vas de surprise en surprise, déjà le meurtre est hyper expédié. Genre il joue du Chopin et bim il meurt. Tu crois à plusieurs moments que Dale va se faire surprendre, mais pas du tout. Tout est prévu, même l'arrivée du vigile. Tu as demandé un miracle, Théo. Je t'offre mieux. Je t'offre le FBI. Un plan sans accroc, interprété par un Ross Martin impeccable, schlinguant l'autosuffisance durant toute la soirée avec son nœud papillon de la taille de l'Ardèche, et un chouette doublage par un Roger Rudel, la voix habituelle de Martin, de la grande course autour du monde au mystère de l'Ouest, et qui fait Roger dans les 101 Dalmatiens. C'est une plaisante surprise. C'est ça. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Je t'ai dit de ne pas te faire le moindre souci et garde tout ton calme. Un Dale Kingston qui a donc super bien planifié son tonton Sid et qui aurait probablement pu s'en tirer s'il n'y avait pas... Lieutenant Columbo. Le lieutenant Columbo, venu avec tous ses collègues enquêter sur l'assassinat d'oncle Rudy, et qui, dès le départ, émet des doutes sur le nouvel héritier. Je suppose que c'est lui votre nouveau patron. Premièrement, il se demande pourquoi seulement 2 peintures ont été dérobées, alors qu'il y en a plein. C'est en effet assez bizarre, lieutenant, je le reconnais. Parce que, effectivement, Dale n'avait préparé qu'un tout petit paquet pour Tracy. Puis le lieutenant se pose aussi d'autres questions, comme pourquoi, si les cambrioleurs sont bel et bien passés par la porte-fenêtre, pourquoi l'alarme n'a pas sonné. Un cambrioleur professionnel doit savoir le neutraliser. Non, les vrais professionnels passent toujours par les fenêtres, et c'est plus facile à forcer. Il effectue une reconstitution avec une agent aussi, car le gardien semble avoir reconnu des bruits de talons hauts. Bon alors pourquoi tu viens avec de telles chaussures, hein, si tu savais d'avance que tu devais t'enfuir, mais passons. Je vais vous faire un aveu. Eh ben, je vois pas non plus. Et de tous ces faits, Columbo en déduit qu'ils étaient sûrement 2, dont une femme, qu'une des 2 personnes était déjà à l'intérieur, car sinon l'alarme aurait sonné, et qu'elle connaissait Monsieur Matthews, car le vieux monsieur n'aurait jamais laissé rentrer un inconnu à cette heure tardive. C'est très possible. Ah, c'est sûr. Bref, tout ceci pointe directement vers notre critique, car il possède le mobile et les moyens de tuer son oncle, aidé bien sûr par une complice qui cherchera forcément à recontacter notre critique. Et du coup, le lieutenant tente direct de mettre le suspect sur écoute en prétextant autre chose. Mais les voleurs d'œuvres d'art essaient en général de faire une sorte de marché, de transaction avec l'assurance ou la victime. Ouais, c'est ce que je pensais. Je vais vous dire. Donnez-moi votre numéro de téléphone, on va le brancher sur la table d'écoute et on enregistrera toutes vos communications. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Mais non, pas le moindre.
Le lendemain, Colombo passe faire un tour à la galerie histoire de vérifier l'alibi de Kingston, détournant les yeux rapidos parce qu'il est gêné par la modèle nue, qui ne ressemble pas du tout à la peinture. Ben, tais-toi. Et le lieutenant apprend que, alors normalement Dale ne se déplace jamais pour de si petits artistes, qu'il s'est débrouillé pour qu'on connaisse son heure d'arrivée, 2 fois, Ah oui, parce qu'il me l'a demandé. et qu'il a même demandé à Fred de Scooby-Doo de vérifier son coffre, afin qu'on sache bien qu'il n'y avait rien de caché dedans. Souvent, les coffres et les plages arrière de voitures sont pleins d'un tas de choses. Non, pas dans la sienne, à part un imperméable et la roue de secours, il y avait rien. Tout ceci est très suspect pour le lieutenant car il semble bien que Dale Kingston s'est débrouillé pour se procurer un alibi parfait, et trop parfait. Avec vous, on connaît exactement l'endroit où vous étiez et l'heure où vous y étiez. Et on sait aussi que vous ne transportiez rien dans votre voiture. Ravi que vous en soyez satisfait. Prétextant le fait de vouloir consulter ses bouquins, le lieutenant parvient également à agacer notre suspect qui lui file carrément sa clé. Oh, mais j'ai jamais supposé une Si chose vous voulez la pareille. clé de mon appartement, je vais vous la confier et vous la remettrez sous le paillasson en sortant. Tenez. Non, je vous en prie, non, je voudrais pas. Non, prenez-la, j'insiste. Monumentale erreur. Puis Dale retrouve Tracy pour qu'elle lui file les tableaux. Il la tue, faisant passer le tout pour un accident, récupère l'étoile qu'il fout dans un sac, et alors qu'il retourne tranquillement chez lui, Colombo. et oui, il trouve le lieutenant bien calé dans son fauteuil, qui, toujours sous prétexte de vouloir s'intéresser à l'art, attendait son suspect en lisant ses ouvrages. Tout en suant du cul, car il possède l'étoile dans sa besace, je le rappelle, Dale Kingston parvient quand même à repousser le lieutenant pile au moment où ce dernier plonge la main dans le sac. Je vous répète qu'il est tard. Sauvé par le gong, Dale reçoit alors un coup de fil de la criminelle pour Colombo, car on a découvert une nouvelle victime. Oui, il est ici, je vous le passe. Pour vous. Hein? Le lendemain, enquêtant sur la décédée, Colombo passe voir sa logeuse, afin de savoir si elle n'aurait pas aperçu la victime en présence d'un homme de 40 ans. Et une photo vous suffirait peut-être. Et là, elle lui fait alors tout un commentaire de ses photos, pendant que le lieutenant s'impatiente. Tenez là la petite fille. C'est on cherchait plutôt la... Alors il faut savoir que, déjà il s'agit d'une scène ajoutée à la dernière minute, parce que l'épisode était trop court sinon, où tu sens qu'une grande partie a été improvisée par l'actrice Mary Weeks, qui fut la toute première à incarner Mary Poppins en 1949, bien avant le film de Disney, dans une adaptation du roman à la télé. Elle servit aussi de référence pour l'animation de Cruella de Vil, des 101 Dalmatiens. On la reverra bien des années plus tard en sœur Mary Lazarus dans les Sister Act. Bien sûr, je suis une religieuse. 4 papes déjà. Tant que ça. Waouh. Et c'est la voix américaine de la Volière, dans Le Bossu de Notre-Dame, dont c'est le dernier rôle, puisqu'elle est décédée durant la production du film. Ah, peste. Alors la scène est hyper drôle, puisque pour une fois c'est le lieutenant qui s'impatiente, alors que d'habitude c'est l'inverse, et malheureusement, quand la logeuse parvient enfin à retrouver la photo du petit ami de Tracy... Ça n'est pas lui. Vous êtes sûr? Ah, c'est pas lui. Oh, c'est bête, quel dommage. Nous nous retrouvons ensuite à l'ouverture du testament de feu Rudy Matthews, où nous découvrons Edna Matthews, l'ex-femme de la victime, incarnée par Kim Hunter, qui a fait alors la chimpanzé Zira dans Les Planètes des Singes, et qui a surtout été oscarisée pour avoir joué Stella dans un tramway nommé Désir. Oh, lieutenant Colombo. Comment allez-vous? Très bien. Elle est doublée ici par Jacqueline Porel, que j'adore vraiment dans ce rôle. Elle a aussi fait Maggie Smith dans Sister Act et la dernière cliente dans Basil. Suis-je au domicile du célèbre Basil de Baker Street? Oui, c'est ça, un peu à droite sur la hauteur. Ah oui. Quoi qu'il en soit, il est essentiel que vous compreniez que vous n'êtes pas dans une de vos boîtes de nuit ou dans un bastringue. Nous voyons aussi pour la première fois le notaire Frank Simpson, interprété par Don Ameche, et qui nous lit ici un testament qui met tout le monde sur le cul. Je lègue à Edna Matthews, celle qui fut mon épouse et que je regrette d'avoir répudiée il y a 15 ans, la totalité de ma collection. Quoi? Eh oui, surprise, Dale Matthews n'hérite pas du tout de la collection de son oncle, perturbant le spectateur ainsi que Colombo, qui se demande si le neveu est au courant de tout cela. Ah, à vrai dire, j'espérais que vous diriez cela. Aurait-il buté tonton Rudy pour rien? Eh ben non, tout était prévu. Oui, le lendemain, la police découvre un flingue dans le jardin de l'ex-Tati, ainsi que des papiers ayant servi à enrober l'étoile. Vous vous rappelez? Celle que le voleur avait déchirée dans la maison. Pour la police, Tata Matthews pourrait donc être la coupable, expliquant pourquoi le vigile a entendu des talons hauts, pourquoi l'alarme n'a pas sonné et pourquoi elle n'aurait pris que 2 petits tableaux afin de simuler un cambriolage. Et oui, Dale a tout planifié en voulant faire accuser sa tante. Mais évidemment, Colombo n'est pas dupe. Si c'était bien elle, la meurtrière, aurait-elle déposé le papier dans sa propre boîte à ordures? Non, elle l'aurait probablement, je ne sais pas moi, détruit, brûlé par exemple. J'aime bien, il a l'air de lui dire « T'es con, Dale, ou quoi? T'avais pas pensé à ça ?» Enfin du coup, voyant que le lieutenant ne veut pas inculper sa Tati, Dale convainc alors le notaire de faire fouiller la maison.
Et vous êtes sûr qu'il faut lui conseiller de laisser fouiller sa maison? Absolument. En fait, vous devriez même lui recommander d'insister dans ce sens. Puis il suit tante Edna qui se gare sans fermer ses vitres. Non mais pourquoi vous ne fermez jamais les vitres dans les séries américaines? Oui bon, c'est pour pas voir le reflet de la caméra, mais ça m'a toujours agacé. Personne ne relève jamais ses vitres dans les séries américaines. Et oui, maintenant que j'ai dit ça, vous ne verrez plus que ça. Bref, il sort de sa caisse avec les lunettes de soleil de Godzilla. Non mec, tu peux pas être discret avec ça. Il voit les paquets sur la banquette arrière et, alors sans ses gants, cache les tableaux dedans, vu que la voiture n'est pas fermée. Puis t'as une ellipse et on voit revenir tante Edna dans sa caisse, conduite par le notaire. Dell nous fait ensuite le vieux coup de « Oh là là, je me suis taché » pour transvaser les deux gars des paquets à un placard, quand arrive la police pour fouiller les lieux. Madame Matthews, capitaine Wheeler, officier de police. Colombo arrive également, expliquant ne pas être au courant de la fouille. On découvre enfin l'étoile, et là, je suis obligé de m'arrêter, parce que on va bientôt arriver à la conclusion. Donc jusqu'ici, c'est un sans faute, comme je l'ai déjà dit, t'as déjà une masse de rebondissements, avec la lecture du testament, qui te fait douter du mobile de Kingston, les différents moments où il est à deux doigts de se faire choper, le fait qu'il souhaite faire inculper sa tante, montrant notre coupable avec toujours un coup d'avance, et j'adore aussi comment Colombo avance ses pièces, sans dévoiler ses intentions, mettant le suspect sur écoute, cherchant une excuse pour fouiller sa baraque, l'attendant carrément chez lui en faisant style de s'être endormi sans avoir vu l'heure, mais tout en ayant, en amont, prévenu ses collègues qu'il allait planquer toute la soirée chez Dell, comme le prouve le coup de téléphone. Ah oui, j'ai bien compris, mais pourquoi m'appeler moi? Un bon scénar bourré de non-dits, qui dévoile ses cartes au fur et à mesure alors que tu croyais, toi, avoir tout compris dans ces 10 premières minutes. Bref, tout est parfait, et pourtant, ce n'est rien comparé à la fin, qui va te sublimer tout ça. C'était donc fou. Alors bon, d'habitude c'est à ce moment que je vous mets un timer pour les spoilers, mais là franchement, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous demande carrément d'arrêter la vidéo et de le visionner, parce qu'il s'agit des plus belles minutes de télévision. Je veux vraiment pas vous gâcher la surprise. J'admets que ça n'est pas très élégant de ma part, mais... Je vous laisse encore un peu de temps. Non ? Bon, je continue. Donc tout semble accuser la pauvre tante Matthews, Dale jubile, jusqu'au moment où... Avez-vous l'intention de l'accuser, capitaine? Demandez au lieutenant Colombo, c'est lui que ça regarde. Et oui, son supérieur le confirme, Colombo dirige en fait toujours l'enquête, débutant par accuser Kingston. Il nous explique que Dale a tué le tonton en faisant porter le chapeau à sa tante afin de la déshériter. Selon les lois en vigueur, toute personne coupable d'assassinat ne peut en aucun cas hériter de sa victime, n'est-ce pas, monsieur Simpson? C'est exact. Évidemment, Dale répond le fameux « Il faut le prouver. On peut. Oui. Oui. Grâce aux empreintes. » Et tu sens que Falk savoure ce moment. La scène restera une de ses préférées d'ailleurs. J'adore vraiment la manière dont il se moque de Kingston, qui réplique « Les empreintes ne vous serviront de rien, lieutenant, parce que mes empreintes sont sur ces tableaux depuis longtemps. Mon oncle et moi les avons déballées nous-mêmes après l'exposition. » Non, je ne cherche pas les vôtres. Et oui, souvenez-vous, quand le lieutenant était chez Dale, Colombo était parvenu à mettre la main sur un des tableaux dans le sac, y laissant ses propres empreintes. Un détail qui, à ce moment, était passé sous notre radar, puisqu'on était surtout focalisé sur Dale, à deux doigts de se faire choper, mais qui revient, pour la fin, prenant ici toute son importance. Vous les avez touchés. Oui, mes empreintes sont sur ces deux pastels. Du coup, entendant ça, Dale pète un câble et tente son dernier joker. C'est un coup monté, lieutenant. Vous venez d'y toucher à l'instant, il n'y a pas une minute, quand je ne vous regardais pas. Vous avez tous dû le voir. Vous avez posé vos doigts sur les tableaux pendant que vos confrères recherchaient des empreintes. Vous avez... Et voilà, ils ont même pas besoin de continuer, ils passent direct au générique. Tu peux pas mieux conclure. Oui, Colombo portait des gants depuis son arrivée, et effectivement, quand tu revois toute la fin, tu vois qu'il garde tout le long les mains dans ses poches, conservant son secret. C'est juste parfait. Le criminel a été confondu par les empreintes du flic, tu peux rien répondre à ça. L'instant est tellement culte qu'il sera même réutilisé dans une enquête de Phoenix Wright. C'est une des meilleures fins. Peter Falk nommait ce genre de moment le pop. Et celui-ci est un des plus beaux pop de la série. Du début à la fin, l'épisode est impeccable, avec un tas de rebondissements, un savoureux jeu du chat et de la souris entre Falk et Ross Martin, qui me fait toujours marrer par son surjeu lors de la scène de la Libye, qui joue à la perfection un Dale Kingston imbuvable, et sûr de lui, et le reste du cast est cool aussi. Je veux dire, t'as Stella Kowalski, t'as Mary Poppins, t'as un des vieux dans Cocoon, et c'est même pas le meilleur épisode, parce que, pour ma part, la palme en revient à réaction négative de la 4ème saison. Bon, ok, tu vois l'ombre d'un micro à un moment, et un mur qui tremble, mais c'est pas grave. Et vraiment, si vous voulez faire découvrir la série à quelqu'un ou quelqu'une, je vous conseille celui-ci, qui résume parfaitement tout ce que j'adore dans les aventures du lieutenant. À bientôt.
Un instant. Votre papier. Oh, merci, maître. Lieutenant. Mon briquet. Oh. Ce que j'ai, hein.